Isabelle Corbett-Etchebers. Donc, à vous, je vais parler. Merci. Donc, j'espère que vous n'êtes pas trop endormis par le repas. Donc, je suis Isabelle Corbett. Je suis enseignante-chercheur en gestion des ressources humaines à l'IAE de Grenoble et membre donc du CERAG. Et ce que je vous présente, c'est vraiment un tout début de recherche, donc écrit avec deux collègues de l'IAE également, Sofiane Bataoui qui est en marketing et Sabine Carton qui est en système d'information. Et donc pour vous présenter le point de départ, c'est en fait, on est dans un monde de plus en plus, on parle tous de transition numérique, c'est un monde qui est de plus en plus interfacé par des écrans. Qui dit écran dit voir, dit regarder, et qui finalement pose parfois la question des personnes qui n'ont pas la vue, justement. Donc c'est un peu ce que je propose de regarder. Et le point de départ, ça a été en fait un échange au moment du Covid avec une personne qui est ingénieure en informatique, qui est déficient visuel, et qui, au moment du basculement au télétravail, a totalement perdu pied parce que dorénavant, en plus c'était dans une équipe dite agile, donc qui utilise des méthodes agiles et méthodes qui n'ont pas prévu que certaines personnes ne voient pas ce qui se passe. Et donc cette personne s'est sentie empêchée dans son travail et a eu un véritable sentiment d'injustice organisationnelle parce que ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les métiers déficients visuels compatibles, il y avait traditionnellement l'informatique, parce que finalement, l'informatique, si vous maîtrisez votre clavier du bout des doigts, ça peut suffire pour travailler. Et donc, avec ce basculement vers des méthodes de plus en plus visuelles, c'était un vrai problème. Alors là, je vous montre juste sur l'image, c'est ce qu'on appelle du mob programming. Hein, donc, ça fait partie des méthodes agiles. C'est on va coder ensemble pour plus de créativité, plus d'idées. Il y a une personne qui est le pilote, qui va prendre la main sur l'écran, et puis les personnes autour d'elle qui vont lui dire « ah bah fais ci, fais ça, etc. » Donc vous avez à la fois une image en présentiel et puis également une image en virtuel. Et donc cette personne, il se trouve qu'elle a une perte de la vision centrale. Elle dit à distance normale, moi je peux lire 3 caractères d'une police 11. Quand je lis un article scientifique, pour lire un article d'une page en 2 colonnes, ça me prend 1 heure. Et confrontée à cette nouvelle façon de travailler, cette personne est perdue, puisqu'elle dit, très souvent on parle en métalangage, c'est-à-dire tout le monde voit la même chose, donc on va dire là-bas, fais ci, fais ça. Et donc il dit, il y a des curseurs qui font qu'on peut dire, bah voilà, sous la souris, on switch de fenêtre en fenêtre sans arrêt, et toi, tu ne te rends même pas compte qu'il y a un changement, tu ne sais pas s'ils ont changé de ligne dans le même fichier ou s'ils ont changé de fenêtre. Donc bref, vraiment une perte de repère. En même temps, vraiment quasiment à la même période, je tombe sur une tribune dans Libération d'Anthony Huissenot, qui, avec vous voyez le titre, hein, télétravail, une opportunité pour réduire les inégalités liées au handicap, et qui explique comment finalement, en basculant en mode télétravail, ça a pu réduire les difficultés liées à la mobilité, ça a pu permettre de mieux prendre en compte également les temps spécifiques liés au traitement de la maladie, au repos. Donc finalement, je me trouve confrontée à ces deux incidents, enfin ces 2 histoires, et je me dis, et la question qui se pose, c'est pas qui a raison, parce qu'on sait très bien que le handicap à chaque fois est très spécifique, mais en tout cas, ça nous amène à nous interroger sur à regarder finalement nos modes de travail actuels, la façon dont on conçoit les outils, la façon dont on collabore au prisme du handicap visuel. Donc c'est le début de cette recherche. Donc on s'inscrit dans le cadre des Disability Studies. Les Disability Studies, en fait, du moins dans la définition du handicap, il y a deux définitions, une perspective médico-sociale, où finalement le handicap, on va le considérer comme un résultat de déficience qui empêche de fonctionner dans sa vie quotidienne de façon, on va dire, normale. Si vous prenez la définition de l'OMS, c'est exactement cette idée-là. Le handicap comme restreignant l'activité, on va dire, normale. Et puis il y a une perspective beaucoup plus politique, hein, qui vient plutôt du monde anglo-saxon, qui a son origine dans des idéologies matérialistes ou marxistes,
où finalement le handicap est un produit de l'oppression sociale. Thomas fait un peu une synthèse de ces deux approches en proposant un modèle social-relationnel, c'est-à-dire que certes, on ne peut pas nier que les personnes en situation de handicap sont atteintes de déficience, mais celles-ci sont renforcées ou pas par un environnement qui va être plus ou moins incapacitant. Récemment, des travaux plus récents ont parlé d'une conception validiste, en anglais on dit ableist, de l'espace de travail ou de notre environnement, hein, très simplement. Bon, si on prend l'exemple de la mobilité, c'est vrai quand il y a des marches ou des choses, enfin, j'imagine qu'il y avait un ascenseur pour venir jusqu'à cet étage aujourd'hui, mais l'environnement peut rendre en incapacité s'il n'est pas accessible. Et donc on reprend donc cette idée de cette conception validiste de l'espace de travail. Jusqu'à présent, il a été étudié au niveau plutôt un espace physique, mais finalement, on peut aussi se poser la question comment cet espace virtuel ou hybride également rend en capacité ou en incapacité de faire son travail. Et puis donc, nous interrogeons donc ces paradoxes, ces nouveaux modes de travail. Hein, si vous regardez, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle beaucoup d'agilité, d'organisation du travail souple, fluide. Il y a des technologies qui peuvent pallier certaines déficiences. Et puis, on a une vision d'un travailleur idéal qui est autonome, agile, capable de changer de configuration de travail, changer d'équipe selon le projet, passer du distanciel à l'hybride, changer d'outils, quelqu'un qui est participatif, entrepreneur. Enfin, c'est un peu notre vision idéale hein, aujourd'hui de tout ce qu'on demande à tout salarié du monde moderne. Et puis, il y a quand même des littératures qui montrent les risques, notamment liés à la fracture numérique, mais aussi à des technologies qui contraignent. Si vous avez souvent, alors je ne suis pas très technique, mais vous le voyez tous, vous avez des logiciels ou quoi que ce soit qui ne peuvent pas être adaptés à certains types on ne peut pas rajouter des extensions ou des choses qui pourraient faciliter l'accessibilité. Donc également un risque d'exclusion. Si on regarde la conception des outils, donc je parle essentiellement ici de numérique, mais vous avez d'une part une philosophie, une vision de l'accessibilité pour tous, donc l'idée d'une conception universelle avec des méthodes qui expliquent comment on va essayer de se rapprocher, d'identifier l'ensemble des utilisateurs et l'ensemble des situations d'interaction entre l'utilisateur et l'outil. Vous avez également des normes. La standardisation, c'est vraiment l'un des aspects de l'accessibilité. Par exemple, au niveau du numérique, vous avez les normes de la Web Accessibility Initiative. La question, notamment quand on parle de normes, c'est qui est l'utilisateur de référence. Pour certains, la norme, finalement, elle va toujours moyenner. Et donc, forcément, elle ne va pas prendre en compte tous les cas de figure, mais est-ce possible? Et puis, il y a aussi la question du coût, parce que finalement, ça coûte cher de vouloir répondre à tous les besoins. De l'autre côté, vous avez la conception spécifique qui va essayer de résoudre, de s'adresser à un public particulier. Alors, la conception spécifique, elle peut poser la question de l'acceptabilité sociale des produits. Par exemple, si je reste sur l'exemple du handicap visuel, le terminal braille, hein, qui est une façon en fait, c'est comme un mini-ordinateur, mais en braille. Certaines personnes ne vont pas l'utiliser dans le cadre du travail si leur handicap est relativement peu visible, parce qu'elles n'ont pas envie, justement, d'attirer l'attention sur leur handicap. Il y a aussi la question du coût. Est-ce que ça vaut la peine de développer un produit pour un marché, finalement, de niche ? À l'inverse, on peut dire que parfois, la conception spécifique va répondre ou va à des besoins qui sont universels. Vous avez l'exemple des SMS qui, à l'origine, ont été développés pour un public malentendant par un ingénieur chez Nokia et qui, aujourd'hui, les SMS sont devenus universels. Donc, bien sûr, vous avez aussi Donc, l'idée aujourd'hui, c'est d'essayer d'avoir une approche plutôt hybride qui mêle à la fois les aspects universels et spécifiques, avec ce qu'on appelle le User Aware Design, par exemple, où on va partir d'un besoin universel, mais on va
On va essayer d'intégrer des modalités spécifiques pour répondre à certains besoins. Il y a tous les travaux autour qui essayent d'inclure les usagers eux-mêmes, notamment quand on parle de personnes en situation de handicap, essayer de bénéficier de leur propre expertise, puisque finalement, ce sont un peu comme les patients experts, ce sont eux qui savent le mieux ce dont ils ont besoin. Mais co-conception qui pose également des problèmes sur la difficulté à faire participer les personnes en situation de handicap, selon le type de handicap, et puis également avec des enjeux éthiques. On a parlé de handiwashing ce matin. C'est vrai qu'on peut aussi le retrouver avec des entreprises qui vont finalement faire intervenir les personnes en situation de handicap très tard dans le processus de conception, plus pour avoir la légitimation en disant voilà, ça a été validé par telle et telle personne, mais qui n'ont pas vraiment considéré les besoins. Mais bon, je crois qu'Estelle, dans la salle, pourrait en parler beaucoup mieux que moi de tout ça. Et puis, si on vient à l'aspect mode de travail et peut-être plus comment on inclut en situation, une fois qu'on a vu les modes de travail eux-mêmes, les outils, comment on fait marcher tout ça au sein d'une équipe. Alors là, j'ai trouvé peu de littérature finalement sur l'inclusion, en tout cas très souvent, je crois qu'on l'a déjà dit ce matin ou en tout cas à la pause, c'est très difficile de prendre un type de handicap en particulier. En général, c'est le handicap en général. Ce qu'on trouve beaucoup, c'est des chercheurs qui ont essayé de voir quelle est l'influence des facteurs organisationnels et des pratiques RH sur l'inclusion. Avec ce débat, finalement, est-ce qu'il vaut mieux des pratiques RH indifférenciées, universalistes, et qui donc considèrent la personne en situation de handicap au même titre que n'importe quel autre salarié? On va évaluer des compétences et pas une absence de compétences, pas une déficience. Ou est-ce qu'au contraire, il faut des politiques adaptées, donc avec un traitement différencié? Alors aujourd'hui, traditionnellement, la fonction RH, elle a plutôt une vision universaliste, puisque l'idée, c'est qu'on va garantir l'équité de traitement, ou l'égalité de traitement, en tout cas, on traite tout le monde de la même façon. Aujourd'hui, cela change, notamment avec tout ce qui est politique diversité, où on s'aperçoit qu'il faut quand même tenir compte des spécificités si on veut arriver à une représentation plus équitable, pour le coup, des différentes populations. Dans le cadre des nouveaux modes de travail, donc, on s'aperçoit qu'il y a un éclatement du cadre spatio-temporel, puisqu'on va travailler très souvent à distance ou en mode hybride. Et donc, la collaboration va être médiée par les outils. Quand on regarde finalement qu'est-ce qu'on propose pour travailler en mode collaboratif dans ces nouveaux espaces, pas grand-chose. Pour les salariés valides, entre guillemets, on va avoir des discours sur l'importance du manager pour faire confiance, sur l'autonomie. Quand on regarde un peu plus avec un prisme autour du handicap, qu'est-ce qu'on fait pour faciliter la collaboration? Donc, personnes en situation de handicap valide, je suis en milieu ordinaire, je précise si je n'avais pas précisé auparavant. On va parler de formation pour sensibiliser aux situations, pour essayer de lutter contre les stéréotypes. Mais au-delà de ces formations assez générales, il n'y a pas grand-chose non plus, et certains chercheurs, notamment Kulkarni, montrent que finalement l'impact de ces formations est discutable. Finalement, quand on regarde concrètement qu'est-ce qui se passe, on s'aperçoit que c'est plutôt des arrangements. C'est-à-dire au niveau des équipes, il va y avoir des arrangements, des ajustements réciproques, temporaires, entre la personne en situation de handicap et le reste de l'équipe. Mais on n'a pas de bonnes pratiques, on va dire, aujourd'hui pour faciliter la collaboration. Donc voilà les trois axes que nous avons travaillés.
Aujourd'hui, à ce stade, et j'ai besoin aussi de vos, peut-être de vos suggestions, nous pouvons proposer un agenda de recherche. Nous n'avons pas encore fait de terrain. Pour l'instant, c'est un cas unique, finalement, qui a déclenché, en tout cas, cet intérêt pour cette thématique. Donc, voici les quelques pistes qu'on propose de creuser autour de ce sujet du numérique et de l'accessibilité et du visuel. Tout d'abord, travailler autour du pilier personnes en situation de handicap et technologie. Quelles sont les différentes interactions selon les types de handicap, les spécificités individuelles des personnes et l'usage de l'outil. Comment mieux intégrer les spécificités, les besoins des personnes handicapées dans la conception. Peut-être aussi réfléchir sur ce que j'évoquais tout à l'heure par rapport à cette conception validiste des espaces. Comment ça se traduit? Quelles sont les logiques de domination dans un espace virtuel ou hybride? Si on prend le pilier plutôt coordination, collaboration au niveau de la personne handicapée insérée dans une équipe, comprendre un petit peu les différents, essayer de comprendre les attitudes, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place en termes de préconisation managériale pour dépasser ces arrangements qui sont vraiment bricolés et qui sont vraiment liés aux personnes en situation. Et puis enfin, peut-être une autre piste pourrait être autour des stratégies des personnes en situation de handicap face à cet empêchement de faire leur travail, face à ce sentiment d'injustice organisationnelle qu'elles peuvent ressentir. Quel va être leur comportement? Est-ce que ça va être de l'évitement? Est-ce que ça va être essayer de changer de piste? Est-ce que ça va être du cynisme organisationnel finalement? Comment elles mobilisent leurs ressources propres? On n'en a pas beaucoup parlé, mais s'il y a une compétence dont disposent les personnes en situation de handicap, c'est la résilience, puisque au quotidien, tout est un combat, quoi. Enfin, donc, peut-être qu'il y a des choses à creuser de ce côté-là. Une première piste qui m'est venue comme ça, mais à voir, c'est le modèle Exit, Voice, Loyalty, Neglect, qui pourrait peut-être être une première piste d'analyse pour regarder ces stratégies des personnes empêchées par l'outil et par l'environnement. Voilà, c'est tout pour l'instant. Donc, je suis preneuse de... Merci Isabelle. Alors.